commencer, je voudrais saluer Victor de la Fuente, qui est directeur de Monde Diplomatique Chili. Je salue également les lecteurs de Toulouse, qui tiennent réunion de temps et qui vont participer au débat. Et je salue de même les lecteurs qui sont en visioconférence. Je crois que ce montage multisite physique couplé à une visioconférence, j'ai cru comprendre que c'était la première fois que ça se produisait pour l'ami du monde diplomatique et on espère bien continuer ce genre d'opération. Je remercie aussi l'espace Jean Ferrat, son directeur Omar Dimani, pour son accueil cordial et bienveillant. On a déjà eu une rencontre la semaine dernière et une nouvelle aujourd'hui. Je remercie aussi Kader, son adjoint, qui a interrompu ses séquences pour venir faire le montage technique, et toute l'équipe de Jean Ferrat. C'est un espace, c'est une MJC qui a été complètement reconstruite et qui porte le nom de Jean Ferrat. Et à l'entrée de salle, il y a une page de Jean, la citation d'une de ses chansons. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Et nous espérons que ce soit un partenariat amical durable entre l'espace Jean Ferrat et les Amis du monde diplomatique du Val-de-Marne et plus largement des Amis du monde diplomatique. Cette conférence a germé dans ma tête au printemps. Suis-je influencé par ma généalogie avec mes ancêtres? J'ai un ancêtre qui était fermier général, qui a été guillotiné en 1794, et un constituant qui a été président de l'Assemblée constituante de décembre 1789 à janvier 1790. Non, en tout cas, les sujets constitutionnels, j'ai plutôt également la chance, ça c'est plutôt pour cela, j'ai l'honneur et la chance de travailler au monde diplomatique, notamment sur le réseau de nos éditions internationales, dont l'édition chilienne fait partie depuis 2002. J'ai consulté mes archives en préparant cette conférence. Le contrat a été signé, Victor, le 23 mai 2002. Alors, notre invité est donc Victor de la Fuente. Je dirais même plus, Victor Hugo de la Fuente. Et pour les non-hispanisants, Victor Hugo de la Fontaine. Ce qui montre des proximités, une certaine francophilie. De quoi créer un lien particulier, une amitié au long cours. La vie de nos 31 éditions au monde diplomatique en 22 langues nous permet d'avoir un regard du pays depuis l'intérieur de chacun des pays. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous écoutons Victor nous raconter, avec sa dynamique et sa jovialité, la politique chilienne. Pour autant, l'histoire du monde diplomatique ne commence pas avec l'édition chilienne. Le journal a un centre d'intérêt particulier autour de l'Amérique latine, vous le savez bien, vous qui êtes lecteur. Fin août 1973, donc dans le Diplo du mois de septembre, Claude Julien, qui était le directeur à l'époque, directeur du monde diplomatique, s'inquiétait de la situation du Chili, avec la peur d'un écrasement de l'Union populaire, d'un écrasement de l'expérience démocratique, mettant en parallèle le soulèvement de Prague en 1968 et le gouvernement chilien d'Union populaire. Avec le numéro suivant, en octobre 1973, donc juste après le coup d'État, il écrit « Rarement la droite avait abattu ses cartes avec autant de brutale franchise et de cynique candeur par ses actes à Santiago en faisant intervenir une armée qui emprisonne, torture, massacre pour extirper toutes les racines du marxisme et par ses propos dans diverses capitales du monde libre qui ont condamné du bout des lèvres ce coup d'État. Je me souviens à titre personnel du seul membre du gouvernement français de l'époque, Bernard Stasi, secrétaire d'État, remis à sa place par le gouvernement parce qu'il avait dénoncé ce coup d'État. Il ne sera plus jamais ministre. En octobre 2001, Ignacio Ramonet écrit dans son éditorial « C'était le 11 septembre ». Détournés de leur mission ordinaire par des pilotes décidés à tout, les avions avancent vers le cœur de la grande ville, résolus à abattre les symboles,
d'un système politique détesté. Très vite, les explosions, les façades qui volent en éclats, les effondrements dans un fracas d'enfer, les survivants atterrés fuyant couverts de débris, et les médias qui diffusent la tragédie en direct. Et par-delà la compassion qu'il exprime à l'égard des innocentes victimes des attentats de New York, Ignacio Ramonet continue en posant la question. Est-ce New York 2001? Non, Santiago du Chili, en 1973. Avec la complicité des États-Unis, coup d'État, il ajoute, coup d'État du général Pinochet contre le socialiste Salvador Allende et pilonnage du palais présidentiel par les forces aériennes, des dizaines de morts et le début d'un régime de terreur long de 15 ans. Les articles du monde diplomatique, ce n'est pas uniquement la dictature au Chili. Si vous tapez Chili sur le site du monde diplomatique, la réponse est qu'il y a plus de 1000 articles où le Chili est cité. Une bonne raison pour vous de vous abonner au monde diplomatique en prenant l'option archive. Par exemple, il y a des articles très intéressants sur le peuple Mapuche, qui est un peuple indigène, un des peuples du Chili cher à Victor, parce qu'il nous le met en valeur régulièrement, il avait de belles affiches. Alors, précision sur Victor, et peut-être nous en donnera-t-il d'autres. Il a fui la dictature en réussissant à pénétrer dans une ambassade. Il a pu ainsi partir en Europe et journaliste, il a rejoint quelques années après l'antenne hispanique de Radio France, dirigée par Ramon Chao, le fils de Manu. Le père de Manu, pardon. Grâce à Victor et à son équipe, le monde diplomatique Chili est au plus près des mouvements sociaux chiliens. Et il suit toute la transformation démocratique en cours. Comme en France, le monde diplomatique Chili a par exemple participé à la création de la section Attaque Chili. Et ces dernières années, le Chili a connu des mouvements sociaux importants, étudiants, femmes. La puissance de ces mouvements a vitalisé la démocratie chilienne, aboutissant au processus constitutionnel en cours. Aussi, quand j'ai vu les résultats électoraux pour les représentants à l'Assemblée constituante et l'enthousiasme de Victor, nul doute qu'une conférence Amis du monde diplomatique s'imposait. J'ai proposé à Victor de venir nous raconter cette expérience démocratique en nous mettant en perspective l'histoire et la réalité du Chili. Et je me suis tourné également vers le correspondant des Amis du monde diplomatique de Toulouse, Jean-Pierre Crémou, qui est en ligne, dont je connais les liens particuliers avec le Chili. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre, puis nous allons revenir à Victor. Oui, bonsoir à tout le monde encore une fois. Là, je répète ça, mais moi, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que Bruno vient de dire. Non, je pense qu'il faut laisser la parole à Victor maintenant, et c'est lui que l'on souhaite entendre, parce que je crois que il est au cœur, là où il réside à Santiago, il est au cœur effectivement des événements, de ces manifestations géantes qui ont eu lieu en 2018-2019, et puis au cœur de tout ce mouvement pour une constituante qui a donc donné les résultats dont il va nous faire les commentaires tout de suite. Voilà. À toi, Victor. Donc. Bon. D'abord, je vais remercier l'invitation et remercier tous les gens qui s'intéressent au Chili depuis déjà un demi-siècle. Ça fait 48 ans du coup d'État, et j'ai pu constater que le coup d'État chilien a marqué beaucoup de générations, des gens qui étaient jeunes à cette époque-là, et que d'une certaine façon, le Chili a été un symbole autant de la lutte comme de la dictature. Et ça, peut-être c'est parce qu'Allende représentait beaucoup. C'était un grand essai de faire du socialisme à travers la voie pacifique, de façon démocratique. Mais aussi parce que Allende a été tué, il est mort à la moneda, même s'il s'est suicidé. Mais
les bombardements de la monnaie, c'était aussi un symbole très fort. Et après, il faut dire que Pinochet est resté toute la dictature. En tant que commandant en chef, chef de gouvernement, c'est le symbole du dictateur avec ses lunettes noires. Pendant que dans d'autres dictatures en Amérique latine, très sanguinaires, mais les dictateurs changeaient. Et il y avait un, 2 ans après un autre, etc. Donc, ça fait que le Chili, symboliquement, a marqué pas mal de essais. On dit la dictature, mais aussi cette dictature qui a duré 17 ans, elle a fini d'une façon avec un accord, avec une transaction avec des forces d'opposition. Mais elle n'est pas tombée, à différence, par exemple, des autres dictatures en Amérique latine. La dictature en Argentine est tombée et les généraux, les dictateurs ont été jugés à la télévision devant tout le monde, etc. Et au Chili, non. Au Chili... On va t'interrompre juste pour monter un peu le son de ta pensée. Oui, oui. Excuse-nous de... Oui, oui, non. Vas-y, continue, à la limite, ça n'a pas de problème. On va faire ça. Voilà. On peut y aller. D'accord, merci. Ils t'entendent bien là-bas? Ils t'entendent bien là? Je crois. Alors, le fait que la dictature au Chili ne soit pas tombée, c'est vraiment, ça a marqué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 88, des secteurs de l'opposition et la dictature sont arrivés à un accord pour faire un plébiscite, oui ou non. Oui à Pinochet qui reste encore 8 ans comme président, ou non. Mais les non étaient aussi très verrouillés. C'était non, il ne sera pas dictateur, il y aura une élection 2 ans après, donc il y a le temps pour Pinochet de faire plein de choses, mais ça va rester la constitution de Pinochet, qui a été approuvée en 80 et qui dure jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui est incroyable, c'est pour ça que cette période est importante. Et Pinochet restait comme commandant en chef de l'armée, il était sénateur à vie, etc. Après, il y a eu quelques petits changements, mais la constitution de Pinochet était verrouillée. Pour la changer, il fallait 2/3 du Parlement. Et la droite avait plus d'un tiers, donc elle bloquait toujours tous les changements. Et c'est pour ça que le processus d'aujourd'hui, c'est vraiment important. On a dit la transition vers la démocratie, mais c'est une transition qui ne finissait jamais. Parfois on disait oui, quand Ricardo Lagos est arrivé au gouvernement, c'était un socialiste, c'est la fin de la transition. Bah oui et non, parce que la constitution restait la constitution de Pinochet. Donc je pense que vraiment la transition est en train de finir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce plébiscite qui était marqué, etc., mais en même temps, en 88, c'était une possibilité de sortir de la dictature et d'avoir une certaine démocratie, même si ça ne nous plaisait pas, mais bon, c'est un changement important. Et les gens ont profité de ça, même si c'était, comme je dis, marqué. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Il faut dire que la transition a été avec 2 présidents démocrates chrétiens, Patricio Elwin et Eduardo Frei, fils d'un autre Eduardo Frei qui avait soutenu le coup d'État. La démocratie chrétienne a soutenu le coup d'État. Il y a eu que 13 dirigeants qui ont signé contre, mais la démocratie chrétienne, comme un organisme, a soutenu le coup d'État contre Allende, mais après, elle a été contre la dictature, elle a fait partie de l'opposition et elle a été à la tête de 2 premiers gouvernements. Après, Ricardo Lagos, socialiste, après Michelle Bachelet, socialiste. Et
ces gouvernements ont fait quelques changements, mais pas à fond. Ils ont gardé le système néolibéral, ils ont avancé avec des mesures pour réduire la pauvreté, mais au fond, ça n'a pas changé grand-chose du point de vue du système, parce qu'ils ont même approfondi, et par moments, le système néolibéral. Par exemple, ils ont privatisé l'eau, ils ont privatisé les routes, et tout ça pendant le gouvernement de concertation. Le cuivre, qui a été nationalisé par Allende, sans payer un sou, parce qu'il a dit que les Américains on avait fait des profits énormes, démesurés. Donc on réduisait ça, il n'y avait pas d'indemnisation. Incroyable, mais le gouvernement militaire a gardé le cuivre chilien. Il a privatisé presque tout, sauf le cuivre. Mais vers la fin de la dictature, ils ont fait une loi pour dire que les multinationales pouvaient venir investir dans le cuivre et dans le nouveau, pas dans celle qui est en train de faire l'État. Et aujourd'hui, 70% du cuivre est aux mains de compagnies qui sont étrangères, américaines, australiennes, canadiennes, etc. 70%. Et tout ça se produit pendant cette concertation. Et il n'y a pas eu de grands mouvements sociaux au début, parce qu'il y avait un gouvernement qui était contre la dictature, ses leaders avaient joué un rôle. Ce gouvernement aussi a mis les leaders sociaux, les a cooptés, il les a mis dans les mairies, etc. Donc il y a eu une période relativement floue. Mais il y a eu toujours des protestations. Et peut-être le plus important, c'était vers 2006, les lycéens. Après, c'est tous les étudiants, universitaires et lycéens, en 2011, avec Camila Vallejo, qui était la présidente de la Fédération des étudiants. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Une éducation gratuite. Parce que l'éducation au Chili, elle est payante toujours, même si tu es dans une université publique. Ici, les gens ne nous croyaient pas. Ils nous disaient, non, mais vous exagérez. Non, non. L'université du Chili et toutes les autres universités qui sont de l'État, ils demandent de l'argent comme les universités privées. Donc, les étudiants étaient endettés, etc. Donc, il y a eu un mouvement très important. Et ce mouvement était, comment dire, réprimé, mais en même temps, on leur disait, non, on ne peut pas changer ça parce que la Constitution l'interdit. La Constitution dit qu'il y a liberté d'enseignement. Donc les étudiants ont dit, bon, bah, changeons la Constitution. Oui, mais il n'y a pas d'argent. Bon, bah, nationalisons le cuivre. Et le mouvement, en 2011, se produit un changement au Chili. Un premier changement. Et depuis 2011, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu les Mapuches qui ont fait des actions pour récupérer leurs terres. Il y a eu les gens qui demandaient la fin des retraites de la façon privée comme elle est. C'est Pinochet, il a changé le système de retraite. Il y avait un système, comme en France, où tu cotisais, ça allait dans un fonds et après l'État payait. Et Pinochet a changé ça pour tous les gens, sauf pour l'armée. L'armée a continué à avoir les retraites d'un système collectif, solidaire, etc. Et aujourd'hui, les retraites des armées, c'est 3 fois plus important individuellement que les retraites des gens. Donc, il y a eu des mouvements très importants contre la privatisation des retraites. Il y a eu des mouvements importants au niveau des femmes. Le mouvement féministe vraiment s'est développé les dernières années avec des centaines de milliers de femmes dans la rue. Et tout ça, ça fait bouillir le mouvement contre les inégalités. Parce que même si la pauvreté s'était réduite au Chili, les inégalités ont continué à s'agrandir. Et
il est venu le 18 octobre 2019 une explosion populaire. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable qui a surpris tout le monde. Parce que les lycéens ont commencé, une mesure qui était vraiment pas grand-chose, c'était 30 pesos qui ont augmenté les tickets du métro. Même pour les lycéens, ça n'augmentait pas. Il y avait un prix pour les étudiants, ça n'augmentait pas. Mais les étudiants ont sorti et ils ont commencé à sauter. Et les gens ont commencé à sauter, à ne pas payer les métros. Et dans une journée, il y a eu des milliers de gens dans la rue. Il y a eu des stations qui ont été incendiées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas trop comment, mais c'est une centaine de stations qui ont été, pas tous brûlées, mais détruites, etc. Il y a eu une manifestation mais géante. Quelques jours après, il y a eu 2 millions de personnes à Santiago et les manifestations étaient partout dans le pays, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et toutes ces manifestations demandaient plein de demandes, quoi. Entre autres, une nouvelle constitution. Et ce qui se produit, c'est que ces mouvements n'étaient pas dirigés par personne. Il n'y avait pas les syndicats derrière, moins encore les partis politiques. Il n'y avait jamais un drapeau d'un parti politique, jamais. Il n'y avait que des drapeaux chiliens, beaucoup de drapeaux chiliens mis en noir et pas en couleur, et les drapeaux mapuche, qui d'une certaine façon symbolisaient une lutte très importante. Et depuis, c'était avec un soutien de toute la population. Quand on disait combien de gens soutiennent ce mouvement, 80% soutenaient. C'était tellement fort qu'on pensait que peut-être le gouvernement allait tomber. Mais cette merveille de mouvement horizontal, etc., n'avait pas une direction, il n'y avait pas une organisation. Donc c'était très difficile après de pouvoir continuer et conduire. C'était le 19 octobre. Le 13 novembre, la classe politique, le Parlement, est arrivé à un accord. La droite, la gauche, tous, ils sont arrivés à un accord. Les objectifs étaient différents de chaque groupe. Mais globalement, ils voulaient qu'il y ait un accord pour donner une issue dans les limites de la légalité et qu'on puisse arrêter ce mouvement d'une façon ou d'une autre. Alors l'accord avait un côté très, très important parce qu'il disait on va demander aux citoyens de dire s'ils veulent ou ils ne veulent pas une nouvelle constitution. Et on va demander aussi s'ils veulent que les constituants soient élus complètement par le peuple ou si on fait une constituante moitié députés, sénateurs qui savent, qui ont de l'expérience et moitié élus. Il y a eu le plébiscite, 80% des gens ont voté, on veut une nouvelle constitution et 80% des gens ont voté qu'on veut que tout soit élu. Il y a eu l'élection et là, encore une grande surprise. Il y a eu une majorité écrasante de gens qui étaient indépendants. Et on dit indépendants parce qu'ils ne sont pas membres d'un parti politique. Ce n'est pas qu'ils sont indépendants politiquement, il y avait des gens plutôt à gauche engagés dans les mouvements. Et ils ont élu 155 constituants qui reflètent beaucoup plus la diversité du pays que le Parlement. Mais l'accord était... Il comprenait plusieurs points. Un, c'était que la constituante n'était pas souveraine. Elle dépendait d'un accord. Par exemple, tous les accords doivent se faire par 2 tiers de voix. La droite pensait qu'elle allait avoir un tiers et qu'avec un tiers, elle bloquerait des changements profonds. Il y avait aussi des côtés positifs que la nouvelle constitution
n'aurait rien à voir avec l'ancienne. On n'allait pas discuter avec l'ancienne. Tout ça commençait avec une page blanche. Et on faisait une nouvelle constitution complètement différente de l'actuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période, ils ont continué de mobilisation. Beaucoup de gens ont critiqué cet accord. Nous-mêmes, on a fait plein d'articles dans lesquels on critiquait ça, et en même temps, on disait, mais on va profiter de l'opportunité pour avancer, et pour avancer vers la nouvelle constitution. Mais ils ont réussi à avoir 3 points positifs, le Congrès. D'abord, ils ont dit que la constituante allait être paritaire, donc moitié femme, moitié homme. Et c'est obtenu. Une autre, qu'il y aurait une quinzaine de constituantes élues par les peuples originaires, le Mapuche et 7 autres peuples qui ont moins d'influence que le Mapuche. Les Mapuches, ce sont 800 000, 1 million, et les autres, c'est 200 000, 150 000, etc. Mais il y a eu en tout 8 peuples originaires qui ont eu des représentants. Et symboliquement a été élue une femme Mapuche, président de la Convention. Et ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose qui s'est obtenue, c'était que les indépendants pouvaient s'organiser dans une liste. Parce que pour les députés, on ne peut pas. Les députés, c'est les partis politiques. Et s'il y a un indépendant qui réussit à avoir beaucoup de signatures, il va tout seul, pas dans une liste. Donc c'est presque impossible qu'il obtienne la même quantité de voix que 6 ou 7 autres candidats qui sont ensemble, etc. Et là, ils l'ont pu. Et c'est pour cela que quand il y a eu l'élection de 155 constituantes, la plupart étaient indépendants. Mais indépendants, comme je disais, de gauche. Et c'est vraiment important tout ça. Alors, là, il faut dire aussi que Piñera, qui est un président vraiment de droite, même s'il dit qu'il est libéral, etc., mais c'est un grand chef d'entreprise, plus que d'entreprise en fait, il est un grand spéculateur. Il est une des 3 fortunes les plus grandes du Chili. Et il a dit qu'on était en guerre et il a sorti l'armée qui ne sortait pas depuis la dictature. Et l'armée était dans la rue, réprimant les carabiniers qui réprimaient. Ils ont tiré beaucoup de bombes lacrymogènes au visage. Il y a en tout 500 personnes qui ont été blessées. Il y a quelques dizaines qui ont perdu un œil et il y a 2 qui ont perdu le 2 yeux. Et il y a eu une trentaine de morts et beaucoup de gens arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement, même que la constituante a publié une déclaration en demandant qu'il soit libéré. Ce n'est pas dans ses attributions, mais l'on dit que c'est notre demande parce que nous, on est sortis de ces mouvements-là. Si on est dans la nouvelle constituante, c'est parce qu'il y a eu la lutte. Alors, aujourd'hui, il y a 2 mois et demi déjà qui fonctionne cette constituante. Pour le moment, comme il n'y avait rien, et tout c'était depuis 0, et ils ont 3 mois pour faire le règlement. Et on discute beaucoup de règlement, etc. Comment faire, avec quel... Parce qu'on les a obligés à faire 2 tiers. On discute s'ils vont accepter ça ou s'ils veulent le changer, etc. Mais il y a encore 9 mois après pour faire cette constituante, cette nouvelle constitution. Et après, il y aura un plébiscite pour dire si on accepte cette constitution ou non. C'est ça le processus qu'il y a maintenant. Et peut-être on peut répondre après aux questions et on peut avancer, peut-être y aller jusque là.